Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné. Et aujourd'hui on va vous parler de Mission Impossible 8. Final Reckoning. On n'a pas de reco à vous faire, du coup on va tout de suite passer à la critique qui se fera sans spoiler, ne vous inquiétez pas, et au pire on vous préviendra si jamais il y a un petit problème. Mais avant ça, donc, vous pouvez écouter nos critiques aussi sur Spotify et aller nous suivre sur Instagram et TikTok et tous les autres réseaux qu'on a. Oui, Voilà. bien sûr. Et donc, c'est parti. I need you to trust me. One last time. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film, s'il te plaît? Oui, donc je pourrais juste te dire que c'est la suite de films précédents, parce que c'est la même trame narrative, les mêmes protagonistes et les mêmes enjeux. Mais pour faire plus détaillé, si jamais vous avez oublié donc, De Dead. Dead Reckoning, merci. C'est Dead Reckoning, donc le 7e film. Donc il y a une dans le film précédent, il y avait une IA maléfique qui avait été douée de conscience et qui est en train de prendre de plus en plus de pouvoir à travers le monde. Ça s'appelle l'entité. Voilà, c'est une IA qui veut de détruire le monde en déclenchant une guerre thermonucléaire mondiale. Et donc Tom Cruise, Ethan Hunt et son équipe du Mission Impossible veulent l'en empêcher. Globalement, c'est ça le scénario. Mais donc, avant de parler du film, je voulais savoir quel était votre rapport avec la saga, quel était votre film préféré, qu'est-ce que vous attendiez de ce dernier opus, peut-être? Perso, Mission Impossible, je trouve ça globalement plutôt cool, plutôt bien foutu, surtout du coup le 1 et le 4, surtout le 1 qui est moi personnellement mon préféré. Sinon, je trouve que ça va du pas mal, sympathique, à du pas ouf, voire vraiment pas terrible, voire genre le deuxième qui est un peu raté, mais sinon c'est plutôt divertissant. Et de ce dernier opus Final Reckoning, j'attendais d'être diverti et d'avoir un film à peu près solide, dans la veine des 3 derniers films qu'on a eu, quoi, qui étaient plutôt de qualité. Donc voilà, j'attendais un truc quand même relativement solide, on va dire. Oui, c'était un peu je crois que j'ai un peu ce même truc là. Le 1, je l'ai vu tard, mais comme c'est le 4 que j'ai vu en tout premier, surtout c'était toi aussi, non? C'est ça, comme nous deux on a vu le 4 en tout premier, donc on l'aime beaucoup, et puis c'est vrai qu'il a des qualités, voilà, il est quand même sympa, tout ça. Mais oui, tout ce qui vient après, donc 4, 5, 6, même le 7, donc tous ces films où c'est le même réalisateur qui taffe dessus, donc qui est encore là pour le 8, donc Christopher McQuarrie, voilà, c'est ça. C'est des trucs qui sont plutôt qualitatifs, plutôt sympas, mais ils nous... Moi, le 5, je l'aime bien, tu vois, mais il me transcende pas beaucoup, même si je l'ai revu un peu, parce que c'est le deuxième que j'ai vu, du coup, le 5e, bref. Un bonheur. Voir le film dans le désordre, c'est formidable. Donc, ce qui fait que, genre, le 1 et le 3, je les aime, genre, je trouve que je les vois aussi comme des trucs un peu stylés, et je comprends aussi l'intérêt qu'avait la saga au début, d'avoir ce parti pris de changer de réalisateur à chaque film, pour avoir des styles vraiment différents à chaque fois, et d'avoir quelque chose de différents à proposer régulièrement avec cette même saga, avec cette même star d'action qu'est Tom Cruise, qui s'amuse à tourner avec des réals plutôt talentueux à chaque fois. Donc un poil déçu, moi, que Christopher McQuarrie soit resté Pour les 4 films. Pour tous les films, même si moi j'aime bien son taf, je trouve ça quali, mais je trouve qu'il est peut-être plus impersonnel que d'autres réals avant, quoi. C'est un petit peu dommage. Ouais, il monte un peu en puissance au fur et à mesure des opus. C'est ça. Mais ouais, c'est... Mais bon. Moi, mon rapport à la saga, j'ai l'impression qu'on peut la diviser en 2 phases. La phase 1, 2, 3, et on peut ajouter le 4, effectivement, avec les réalisateurs qui s'enchaînent, des styles complètement différents, qui donnent des films géniaux, comme le premier, ou infâme, infect comme le deuxième, mais qui a son identité parce que c'est réalisé par John Woo, et on voit que c'est un film de John Woo parce qu'il a eu tous les moyens pour on lui a laissé le open bar pour faire ce film et ce plan avec la colombe. C'est 12 milliards de plans avec des colombes. Donc c'est un film qui, pour moi, que j'aime pas du tout, mais qui au moins qui a son identité. Le 3, pareil, moi je l'aime beaucoup. Le 4, moi c'est le premier film que j'ai vu aussi, et pareil, je trouvais qu'il avait un truc, il est dans l'action, dans les scènes impressionnantes. C'est peut-être le premier où il y a vraiment une scène qui défonce la gueule. Oui, en mode Tom Cruise a fait un truc incroyable. C'est ça, ce sens-là. Et du coup, ça a amené une dynamique de. On fait un film avec un scénario un peu banal, un peu ok, il faut arrêter quelqu'un, un chrono, espionnage, etc. action. Avec une scène où on met le paquet et ça va faire plaisir au public. Donc des fois les films étaient ratés, mais il y avait une scène incroyable, c'est pour ça qu'on allait voir les Missions Impossibles aussi. Et donc après le 4 aussi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que il a voulu faire qu'il y ait une chronologie qui se suit, avec des méchants qui reviennent,
des personnages aussi, des personnages gentils ou méchants qui reviennent, etc. Et un scénario qui se suit un petit peu, et donc là on a le 7 et le 8 qui se suivent directement. Donc il a essayé de faire ça, je sais pas si c'est inspiré du MCU, je pense un peu. Je vois le lien que tu fais. C'est un côté, genre c'est le revirement où en gros il change de phase. Quand tu dis ça, c'est à peu près 2015. Donc c'est un moment où t'as plein de grosses sagas d'action ou de divertissements qui sont en train de se sérialiser. Le Mission Impossible 1, 4 c'est 2012. Le 4 c'est 2011-12. Ouais, c'est ça. Le 5 c'est déjà 2015. Oui, donc il y a, je crois, sur le côté sérialisation de grosses sagas de blockbusters et tout. Alors qu'avant ils étaient beaucoup plus isolés les uns des autres. Ça, je suis d'accord. On n'avait pas les mêmes équipes à chaque fois. Et donc maintenant le 8ème opus que j'attendais pas mal quand même parce que le 7 partie 1 qui était partie 1 maintenant c'est 7 parce que c'est tellement, il avait bidé un peu donc ouais c'est pour ça. Moi je l'avais trouvé plutôt sympa, c'était pas le meilleur mais c'était il avait ses qualités, plutôt sympa, des bonnes scènes d'action, on s'en souvient un peu. Et maintenant le 8 donc. Maintenant le 8. Le 8 qui était à Cannes, c'est ça qui a fait qui était en compétition machin et qui a été reçu assez froidement, moi de ce que j'ai compris. Oui, seulement 5 minutes d'applaudissements, ce qui équivaut dans le langage de Cannes à aller se faire foutre. Donc mais premier degré, les gens qui l'ont vu à Cannes trouvent ça vraiment pas forcément... J'ai deux retours, soit c'est le meilleur film d'action de 5 dernières années qui... Ça peut se tenir sur des scènes qu'on va évoquer. Ouais, il y a 30 minutes où je peux comprendre. C'est ça. Et de l'autre, c'est le pire film de la saga. Que je peux entendre aussi un petit peu. Mais j'irai pas jusque là quand même parce qu'il y a le 2. Mais donc, globalement, on va essayer de parler d'abord les points positifs puis négatifs. Vous nous connaissez. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé, kiffé dans ce film ? Non, ça envoie niveau action. Déjà qu'on soit notre... Alors si on doit parler vraiment juste des gros points forts du film, Christopher McQuarrie c'est un réalisateur je trouve qui est plutôt fort pour mettre de l'action en scène et qui au fur et à mesure de la saga a réussi à faire de mieux en mieux. C'est-à-dire que dans le 5ème il se faisait un petit peu la main, il y avait des trucs assez intéressants mais c'était pas encore au top. Le 6ème proposait beaucoup plus de choses, était encore parfois un peu surcut mais était vraiment cool. Le 7ème proposait des trucs vraiment impressionnants et là le 8ème c'est un peu le film somme. En fait c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'il a déjà réussi à mettre en place. Il y a une scène dans un sous-marin et qui est absolument folle parce que comme dans les Missions Impossibles ce qu'ils font souvent avec leur scène centrale c'est qu'ils vont mettre en place un personnage qui arrive dans un lieu dans lequel il devrait pas être et il y a une accumulation de choses qui va faire que ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus impossible le LMDR à faire et tradition des Missions Impossibles, ils sont très très forts pour faire ça et là il y a la tension s'accumule réellement, il y a de plus en plus de problèmes et on va mettre Tom Cruise dans quelque chose de vraiment très plus en plus dans la merde, de plus en plus dans un truc celle-là fonctionne vachement bien, en plus elle est très très bien réalisée, il y a des jeux de lumière qui sont vraiment fous. Ça joue extrêmement bien avec les décors qui là pour le coup sont vraiment super bien. En termes de décors c'est et vraiment justement le truc c'est qu'il sait à quel moment il peut se reposer sur ses VFX qui pour le coup dans cette scène sont vraiment très convaincants et rester sur des décors en brut aussi. Typiquement il y a des ogives enfin pas des ogives pardon, des torpilles, une espèce de torpille de dans le sous-marin qui sont faites en brut quoi et tout on y croit et ça a une sacrée gueule et ça rajoute vraiment quelque chose sur cette scène. Donc c'est des trucs qui marchent vraiment bien donc là-dessus ouais putain on en prend plein les mirettes et c'est sans doute la meilleure scène enfin non c'est même pas sans doute, c'est largement la meilleure scène du film. Oui voilà. Et même le climax a quelques moments d'action et de bravoure qui sont plutôt bien foutus, notamment une scène en avion qui est plutôt bien faite. Même si elle est peut-être moins bien du coup que le sous-marin. Tu sens que c'est un peu bricolé et tout, mais ça passe pas si mal. Mais vraiment calibre, je pinaille. Elle est un peu moins géniale que le sous-marin, je pinaille. Non, mais du coup, se prendre ces segments d'action vraiment bien pensés, vraiment bien filmés, racontés, avec cette gestion. Moi, ça m'avait tapé dans la gueule sur le climax du film précédent, sur ce train qui est sur le point de s'effondrer dans un ravin. Et là, on a les wagons qui tombent les uns après les autres. Et t'as les objets qui bougent dans son sens. C'est ça, avec les objets qui traversent le wagon et Ethan Hunt et Grace, donc Ellie Atwell, qui essaient de sauter d'un côté à l'autre pour survivre et tout. C'est de pire en pire, c'est de plus en plus la merde. Il y a toujours plus de wagons. D'un coup, il va y avoir un piano énorme qui va leur tomber sur la gueule. Enfin, ils arrivent vraiment bien à faire ce genre de scènes d'action qui sont de plus en plus prenantes et stylées quoi. Peut-être tu parlais de VFX et c'est vrai que moi je trouve le film assez propre sur ça parce que c'est un truc qu'on dit et c'est un truc qu'il faut rappeler à chaque fois qu'on a un blockbuster ricain qui a des VFX qualitatifs parce que c'est rare malheureusement, donc c'est le truc voilà, c'est après, un film Tom Cruise oui c'est le genre à taffer sur ça, oui voilà, c'est il met quand à... même le budget pour que les gens soient payés et que
et que le film soit terminé avant. Et que le film, il a ce truc-là de ce côté vieux de la vieille là, puisqu'il est dans l'industrie depuis longtemps. Son côté, non, faire un film d'action, faut que ce soit quali, faut que ce soit produit, les gens viennent voir un truc de ouf, il faut que ça ressemble à un truc de ouf. Donc c'est un film qui coûte méga cher et qui ressemble à un film qui coûte méga cher, complètement contrairement à d'autres blockbusters de super-héros par exemple, qui ont pas cette gueule-là du tout. Il visera personne. Bref, voilà, moi je trouve aussi, même si le précédent avait des trucs qui marchaient pas forcément bien, je trouve que on continue à avoir, avec pas grand-chose, des dynamiques de groupe qui fonctionnent. C'est pas extraordinaire, mais avec le peu de temps qui se laisse pour les faire interagir entre eux, parce qu'on a des nouveaux personnages ou des personnages très secondaires du précédent qui reviennent, ils ont 25 minutes. Je trouve qu'il arrive à rendre ça assez humain et simple, assez efficacement, et ça aurait pu être casse-gueule et vraiment pire, parce qu'on a vu pire, et ça, je trouve que ça marche pas trop mal. Ouais, je serais plutôt d'accord, j'ajouterais un peu de nuance dans le fait qu'il y a beaucoup de ces relations qu'on connaissait déjà des films d'avant, ou qu'on pu, ce qui aide un petit peu aussi au fait qu'il y a déjà de la tâche. Il y en a qui sont là depuis longtemps, et Simon Pegg, ça marche toujours bien, parce qu'il a depuis 5 films. Mais typiquement, oui, sinon les dynamiques en termes de personnages s'en sortent pas si mal, oui. Je vais juste revenir sur un truc. Donc ce film-là, c'est un peu le film somme de tout ce qu'a fait Christopher McQuarrie et Tom Cruise, de ce duo-là. Parce que dans le 5, t'as une scène sous-marine, qui est pas dans un sous-marin, mais qui est dans une espèce de bocal, un tube où il doit remplacer une carte par une autre, il y a un truc pour pirater Tom Cruise est en apnée pendant plusieurs minutes, et il y a un truc un peu extraordinaire sur ça. Mais dans un truc un peu plus fermé, un peu plus petit. Dans le 6, t'as une scène d'hélicoptère. Dans le 7 partie 1, tu vas avoir une scène de moto-parachute. Donc, c'est un truc où ils ont expérimenté film par film pour tout additionner dans le dernier. Et tu vois le staff qui a été fait, et ça, je trouve que c'est plutôt intelligent et bien foutu, et bien préparé. Enfin, juste voilà, bien préparé, bien foutu, et donc chapeau à eux. Et je trouve que narrativement, c'est intéressant aussi de retrouver ces mêmes scènes, mais encore plus impressionnant. Non, mais ça montre aussi que techniquement, ils ont appris des trucs, et du coup, ils ont pu refaire, mais de façon encore plus impressionnante. Et voilà, et donc donc bravo à eux pour ça. Après. Est-ce qu'on parlerait pas des points négatifs du film ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs. Il y a des trucs très frustrants. Ils font d'autant plus mal qu'on a vraiment des segments d'action extraordinaires, qui nous rappellent en plus à quel point les autres films avaient des qualités aussi. Le premier grand défaut, ça va être l'intro du film, qui est catastrophique, une des pires intros que j'ai pu voir de toute l'histoire du cinéma, peut-être. Je sais pas. Non, tu l'as ressenti comme ça, j'en suis désolé. Ça doit être très très douloureux, mais je vois. Tout allait super vite, tout était filmé en longue focale, comme si ils avaient pas de budget pour les décors. T'as l'impression que les scènes sont filmées en fond vert, et pour le coup, les VFX, là, c'est un peu moins bien. Enfin, ça se voit que ils sont dans un petit studio, en fait. Dans un petit studio. Il y a plus de décors réels, en gros. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas du tout, ou presque. Et que, ouais, tu sens que ça pue le studio. Et que tout ça va super vite, il n'y a rien qui est préparé, alors que narrativement, il y avait moyen de préparer une bonne scène d'intro où tu viens libérer le personnage et hop, ça enchaîne sur la suite, la mission, etc. Non, là tu viens préparer le mythe Tom Cruise qui va être un gros défaut du film. Toute l'intro du film, c'est Tom Cruise qui est assis devant la cassette qui lui explique sa mission. Je ne sais même pas s'il lui explique sa mission d'ailleurs. Enfin, en fait, on a il le savait déjà, donc c'est pour ça c'est bizarre. On a l'impression en fait, c'est juste un bilan pour rappeler aux spectateurs ce qui s'est passé dans le film d'avant. Ça rappelle rien à Tom Cruise, presque. Ouais. Mais ça va un peu. Et en plus de ça, tu rajoutes des flashbacks qui vont glorifier Tom Cruise à fond, enfin la figure de Tom Cruise et puis le personnage d'Ethan Hunt dans ses grandes scènes d'action, dont Tom Cruise dans les trucs incroyables qu'il a fait sur des tournages, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, le plus gros souci du film déjà, c'est en son fort conceptuel, du fait qu'il s'entend comme le bilan entre guillemets de la saga, et que dans ce côté bilan, il veut avoir un côté, comme tu le disais avant, maxi best-of, où on reprend tous les grands trucs, où il va nous balancer 14 000 flashbacks dont on n'a pas besoin à la gueule. Ça va bousiller le rythme du film, qui se retrouve complètement, surtout dans sa première demi-heure, avec plein d'infos complètement superflues. Il va, tu l'as dit, extrêmement vite, il est obligé de brider parfois sa mise en scène, et je pense pas que ce soit juste une question de budget, mais il y a des fois où ils sont obligés d'aller tellement vite qu'ils sont obligés de juste de bouffer, ils nous balancent du gros plan, ils peuvent pas faire autrement, ce qui fait qu'on comprend pas spécialement dans quel décor on se trouve. On est dans quelque chose de très serré, et c'est en termes de mise en scène, en termes de mise en place, le spectateur est un peu perdu et on sent qu'on étouffe. Et du coup, on rentre mal dans le film. Et du coup, on rentre très très mal dans le film. Et c'est un film qui m'a fait penser, et j'ai dit en sortant de la salle, et alors c'est très méchant, et je voudrais juste nuancer après, ça m'a fait penser à Pirates des Caraïbes 5.
outre le fait d'avoir d'énormes soucis conceptuels et d'être raté en son fort intérieur, c'est un film qui chie entre guillemets aussi sur le reste de la saga et qui va s'appuyer sur des trucs qui ont été laissés auparavant, notamment la patte de lapin dont on parlait dans le 3e, notamment des personnages qui reviennent ou des trucs comme ça dont on n'a pas besoin et qui sont superflus à nouveau et dont on va nous expliquer ah oui il est là parce que c'était tel personnage qu'on avait vu par exemple dans le premier film, le tout avec un flashback, ce qui se fait avec des transitions atroces dignes des premiers Star Wars, et c'est vraiment problématique parce qu'en plus de flinguer le rythme du film, il nous apporte des informations dont on n'a pas besoin et qui ralentissent le rythme d'un film qui a déjà du mal à se raconter. Oui, et c'est un vrai souci, qui est déjà trop long. C'est ça ce qui est dingue, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans Hollywood ces dernières années sur certains ces films, sur des gros films comme ça qui veulent conclure une saga qui nous raconte plein de trucs, c'est à la fois superflu et beaucoup trop long. C'est-à-dire que ça va trop vite et trop lentement. Et on se retrouve avec un truc qui est complètement bancal et qui, même s'il a quelques moments de bravoure qui fonctionnent encore bien, s'écroule sous le poids de tout ce qu'il veut nous raconter, et on oublie plein de trucs, quoi. Et moi, avant de penser à Pirates des Caraïbes 5, sur le côté, je fais un bilan de tous les films précédents et donc je reviens sur des trucs laissés à l'interprétation des films précédents. Moi, je pensais plutôt à Spectre, parce que le 007 Spectre avait ce truc de, oui, en fait, tous tes adversaires dans les précédents films, c'était à cause de ce méchant dans le film du film, et c'était Christophe Waltz, je crois. Et on a encore un peu ce truc-là, et c'est pour ça aussi qu'on va avoir de temps en temps des flashbacks des précédents films, sur ce truc de oui, tout ce que t'as fait, les choses que t'as fait dans le 3, dans le 1, dans le 4, machin, c'est ce qui fait ça à cause de ça qu'on en est ici aujourd'hui, machin, et c'est assez artificiel, c'est pas si intéressant que ça à raconter, et encore une fois, c'est comme tu l'as dit, c'est trop long, avec des flashbacks superflus et inintéressants. Ouais. L'autre souci d'ailleurs, c'est que non content d'être un bilan de la saga assez indigeste et qui a pas mal de soucis conceptuels, c'est aussi un film qui est une véritable ode à l'ego de Tom Cruise, quoi. Oui. C'est un truc de... C'est un peu hypocrite de leur reprocher ça maintenant, parce que la saga est conçue autour de lui. Ce qui est vrai aussi. Donc oui, il y a toujours eu un rapport égocentrique à lui-même dans les gros films d'action de Tom Cruise. J'avoue que ça atteint un niveau assez extraordinaire là-dedans. Oui. Moi, le précédent film m'inquiétait un peu sur ça, parce qu'on avait déjà cette voix off qui parlait du fait qu'il avait une vie un peu tragique, l'insistance sur la mythologie du Mission Impossible qui fait que c'est des gens qui restent dans l'ombre. Parce que c'est un peu un imaginaire de l'espionnage au sens large, c'est le sacrifice pour la patrie en restant dans l'ombre, en étant anonyme pour toujours. Et dans le précédent, c'était un peu ça. Cette fois, ça atteint un niveau faramineux, où ça se singularise autour de Tom Cruise, le seul capable de sauver le monde, le seul capable de résister à la tentation de l'entité et de son pouvoir, c'est le saint Tom Cruise, c'est l'élu de la destinée. On veut essayer d'avoir un discours un peu déjà vu, inintéressant sur le destin, le fait que le destin, on se l'écrit soi-même en faisant la somme de ses choix. C'est pour ça aussi que tu es extraordinaire, Tom Cruise, dans cette voix off très fake deep que je fais quand t'es en train de te relever de tes blessures courageusement, tel le héros de l'humanité. Force à lui, vraiment. Mais c'est quand même douloureux un peu, et souvent un peu ridicule. Le tout avec un méchant à chier aussi d'ailleurs. Et ça, c'est un autre détail. Oui, mais on oublie, parce qu'il y a ces trucs vraiment douloureux par contre. C'est que quand la salle rit, parce qu'une scène est ridicule, c'est parce que 20 minutes plus tôt, il y avait une scène d'action de 15 minutes qui était trop stylée. Ça qui est insupportable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mission Impossible 8, Final Reckoning. Juste avant, petite notation sur l'échelle du syndrome. Ah, compliqué là. Oh putain. Allez, pour la scène de... Pour le sous-marin, tu mets Sean Fat. Pour le sous-marin, je mets... Non, j'allais mettre Will Smith. Mais non, attends. Je comprends. Non, pour le sous-marin, je vais mettre Sean Fat. Pour le sous-marin, tu mets Sean Fat. Pour le sous-marin, je mets Sean Fat. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis quand même diverti, moi je trouve ça trop long et des trucs éclataxes, et même sur la vision du monde du film qui m'insupporte profondément, mais il y a trop de bonnes scènes d'action, donc ouais, Shoyun Fat, je vais faire... Pour moi c'était non s'il n'y avait pas cette scène. Je crois que je vais vraiment être le connard parce que j'ai eu beaucoup de temps à rentrer dans le film et que j'ai eu du mal avec lui, notamment sur le fait que le film a des réflexions dignes d'un gros boomer de 70 piges. Oui, on n'a pas parlé de ça, bref. Mais bref, oui, on en aurait... Oui, bref. Mais le film a beaucoup trop cassé les couilles pour que je le mette en Will Smith, donc ce sera non pour moi, désolé. Oui, non, c'est... très honnêtement, je pense que c'est le pire de la saga juste après juste après le 2, parce que le 2 est vraiment dans sa case à part. Moi sinon je vous conseille d'aller voir la série, les premières séries. Non mais en vrai il y a des épisodes extraordinaires. Les personnages sont géniaux, et ouais les scénarios de chaque épisode sont trop bien. Des fois t'as des épisodes doubles. C'est cool, ça s'arrête sur un cliffhanger et donc c'est stylé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, voilà, abonnez-vous, à vous abonner, partagez.
N'hésitez pas à nous suivre À partout. mettre en commentaire votre avis sur le film. Et puis Pour la prochaine sur ce- vidéo, alors soit c'est le Wes Anderson semaine pro, Moi, je suis pour. soit hein, c'est quand même. une autre. Bref, il y a sûrement pour le pire ou le meilleur, il y a sûrement du lourd qui arrive. C'est ça. Pour le meilleur, bien sûr. Et surtout, Thomas, tu peux conclure. Sur ce, soignez-vous bien, regardez des films, abonnez-vous et ciao. Soignez-vous bien en matant des films. Abonnez-vous. Ciao. J'ai bon. Merci. C'est On le garde grand- cette intro. Non, ok. Parce que c'est vraiment le grand doute existentiel à chaque fois. Bref, Olivier, tu te débrouilleras en montage. Attends, c'est moi qui monte.